Bonsoir, bienvenue à vous en direct. Votre émission pour aller plus loin ce soir sur une visite en toute discrétion à Florange. François Hollande a évité les syndicats contestataires. Le président a néanmoins affirmé qu'il avait respecté l'ensemble de ses engagements pour ce site. Une manière de vanter son bilan après une semaine noire marquée par des confidences explosives à des journalistes. Alors François Hollande seul contre tous, c'est le thème du débat avec de nombreux invités en notre compagnie. La bataille de Mossoul, offensive décisive contre Daesh, préparée depuis de longs mois. Cette bataille pour reprendre la ville clé irakienne au groupe terroriste État islamique a commencé ce lundi. Les enjeux, les risques et les conséquences, c'est le thème du match des idées avec le général Dominique Trinquant et le spécialiste en géopolitique Qatar Abou Diab. Enfin, l'entretien, mon invité est réalisateur, auteur de bande dessinée à succès. Il signe le 3e volet de la BD L'Arabe du futur et continue de nous raconter son enfance en Syrie et puis son regard d'enfant sur les grands. Riyad Satouf pour le grand entretien tout à l'heure. Voilà donc pour le programme. Merci d'être avec nous ce soir. Dans quelques instants, j'accueillerai mes premiers invités pour le débat. Mais d'abord, le tour d'horizon de l'actualité politique du jour. Début demain du débat parlementaire sur le budget 2017, le dernier du quinquennat de François Hollande. Parmi les principales mesures, une baisse des charges pour les ménages et les entreprises, mais surtout le prélèvement de l'impôt à la source. Ce qui est important, c'est que nous nous mettons en condition pour réussir le prélèvement à la source, dont les avantages sont nombreux, notamment qu'on paye l'impôt en fonction des revenus réels de l'année et non pas de l'année précédente. On pourra y revenir. Mais ce qui est important, nous nous mettons en condition, c'est-à-dire qu'il faut passer des commandes sur un certain nombre de logiciels, il faut formater notre administration à une nouvelle façon de travailler. Économie. Un plan de départ volontaire pour la 4e année successive chez PSA. Pour 2017, l'entreprise qui embauche près de 57 000 personnes prévoit de supprimer 2000 postes sans licenciement sec. L'idée est de recourir à des congés longue durée, des congés seniors et à des départs volontaires. La CGT est le seul syndicat à avoir refusé le plan. Environnement. Manuel Valls recadre Ségolène Royal et confirme le début des travaux à Notre-Dame-des-Landes. Ce couac au sommet de l'État provoque de vives réactions dans les rangs de l'opposition. C'est un nouvel exemple, alors je ne veux pas utiliser de gros mots, mais de ce qu'est devenu ce gouvernement, c'est-à-dire un gigantesque foutoir. À l'UDI. Au Sénat, le centriste Yves Pozzo di Borgo va plus loin et dénonce un traitement de faveur de la part de François Hollande. Alors, comme nous sommes dans une démocratie bananière, où la femme du chef est protégée, je vous assure, c'est ça exactement. Personne ne dit rien, mais c'est vraiment un problème pour nos institutions. Vous faites directement référence aux relations privilégiées entre Ségolène Royal et François Hollande. Elle se permet tout. Mais regardez un petit peu la ministre écologique qui a été obligée de démissionner. Regardez Montebourg et Hamon qui ont été obligés de démissionner pour moins que ce qu'elle fait elle. C'est-à-dire qu'elle va contre la parole du chef de l'État, elle va contre la parole du Premier ministre. Donc il faudrait qu'elle démissionne. Économie. Réguler le secteur des taxis et VTC, c'est l'objectif de la loi Grand-Guillaume adoptée cet été à l'Assemblée nationale. Dans 2 jours, la loi arrive à la Haute Assemblée. 11 sénateurs partent d'un constat simple pour réguler cette proposition de loi. Les utilisateurs de VTC ne sont pas ceux des taxis. Il ne faut donc pas réguler le marché des VTC. Chez les Républicains. La maire de Paris se constitue partie civile après le début d'incendie dans le futur centre d'hébergement pour SDF. Le maire du 16e arrondissement qui accueille la structure temporise. Quelles que soient les motivations, qu'il s'agisse de quelqu'un qui a voulu montrer son désaccord, provocation, une erreur de chantier, c'est la police qui le dira. En toute hypothèse, on sanctionnera. Après, on verra dans les tribunaux si on ne peut pas transporter ailleurs ce magnifique établissement, mais tant qu'il est là, nous assurerons la sécurité, la convivialité. Les gens du 16e arrondissement ne sont pas des bourreaux. Déclaration. Aujourd'hui, nous avons à Calais une situation que le gouvernement français a beaucoup de peine à traiter. Il y a dans cette région, probablement aujourd'hui, 1000, 1200, 1300 mineurs non accompagnés, c'est-à-dire des personnes, enfants ou adolescents,
qui n'ont pas de famille, qui n'ont aucun environnement, sauf l'environnement criminel d'un certain nombre de passeurs, d'un certain nombre d'exploiteurs qui peuvent éventuellement, par exemple, leur faire subir des violences, et notamment des violences sexuelles. Et dans l'actualité, à Florange, François Hollande a tenté une nouvelle fois de mettre en cohérence son action. Le chef de l'État veut expliquer son bilan. Après une semaine noire rythmée par ses propos dans le livre « Un président ne devrait pas dire ça » et les doutes grandissant dans son propre camp, on pose cette question. François Hollande est-il encore audible? Est-il seul contre tous? Et puis, qu'est-ce que cela dit de manière générale aujourd'hui sur l'exercice du pouvoir? On en parle avec nos invités ce soir. Fanny Guinochet, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue. Vous êtes journaliste économique et politique à l'Opinion. Avec nous également Christelle Bertrand, bienvenue. Bonsoir. Bonsoir à vous, journaliste politique auprès du site Atlantico. À vos côtés, Bruno Roger-Petit, bonsoir. Bonsoir. Éditorialiste à Challenge. Et face à vous, Jean-Michel Dian, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, journaliste, cinéaste, auteur. Et on peut citer votre dernier ouvrage, Solitude du pouvoir chez Grasset, qui va d'ailleurs être adapté en film. Alors, mesdames, messieurs, avant d'entamer notre débat, je vous propose de revenir sur le symbole de Florange, la ville des engagements de chef de l'État. L'histoire dure depuis 2012, date de la première visite de François Hollande dans la ville sidérurgique lorraine. On voit tout cela avec Julie Hulin et Amélie Revers. Je suis venu vous dire d'abord ma solidarité, mais elle ne suffit pas. Ce qui compte, c'est de parler et de tenir parole, parce que c'est ça qui fera la différence au moment du choix, je l'espère, de l'élection présidentielle. Février 2012, le candidat socialiste à la présidentielle suscite l'espoir parmi les ouvriers sidérurgistes. Sa promesse, sauver les emplois et créer une loi pour empêcher les entreprises de fermer un site lorsque des repreneurs existent. 3 mois plus tard, la gauche est au pouvoir, mais la situation s'aggrave pour les salariés de Florange. François Hollande confie le dossier à son ministre du redressement progressif. Arnaud Montebourg propose la nationalisation temporaire, une option aussitôt écartée par le chef du gouvernement. Le gouvernement n'a pas retenu l'hypothèse d'une nationalisation transitoire, qui a pu être évoquée ces derniers jours. Jean-Marc Ayrault désavoue publiquement son ministre, une crise politique qui laissera des traces indélébiles. Le 30 novembre, après plusieurs jours d'intenses négociations, un accord est scellé avec ArcelorMittal. 180 millions d'euros d'investissement sur 5 ans et aucun plan social. Printemps 2013, les hauts fourneaux de Lorraine s'éteignent définitivement. Les syndicalistes érigent une stèle évoquant la trahison de François Hollande. Quelques mois plus tard, le président est de retour à Florange sous la pluie et les sifflets. Mais rappelle que les promesses sont tenues. Oui, l'accord a été respecté, dit aujourd'hui l'ancien leader syndical devenu député européen Édouard Martin. Mais la fermeture des hauts fourneaux reste une blessure ouverte. Voilà, et après une séquence la semaine dernière jugée par beaucoup effarante, eh bien le président a tenté aujourd'hui de reprendre la main en se rendant donc à Florange. Fanny Guinochet, en tentant de mettre en perspective son action. Est-ce que vous diriez qu'il a raison de rappeler ce qu'il a promis et les résultats aujourd'hui, ou est-ce que c'est une tentative désespérée? Quelque part, sur les faits, il a raison. Il avait dit « je viendrai ». Il avait même dit lors d'une de ses précédentes visites qu'il viendrait tous les ans. Donc, il montre qu'il tient parole. C'est vrai aussi qu'il n'y a pas eu de plan social. Alors, certes, les hauts fourneaux ont été fermés, mais il n'y a pas eu de licenciement sec. Il y a eu 625 emplois supprimés, mais c'est essentiellement des pré-retraites, enfin, en tout cas, des départs à la retraite progressif, il y a eu des mobilités dans le groupe. Donc, il n'y a pas eu des choses très violentes. Et c'est vrai aussi qu'ArcelorMittal, vous le rappeliez dans votre reportage, a mis de l'argent, a mis 200 millions d'euros pour développer. Le seul problème de François Hollande aujourd'hui, c'est qu'il essaye d'incarner l'industrie du futur, la reconversion que peut faire une ancienne industrie en quelque chose de nouveau, mais qu'aujourd'hui, il est inaudible. Et qu'on arrive en fin de quinquennat dans une séquence où François Hollande, aujourd'hui, est complètement démonétisé. Donc sa parole, même si une partie de cette parole est réalisée, il n'y a plus personne qui y croit. Donc il y a sûrement une part de vérité. Christelle Bertrand, le président présente Florange comme une sorte de
réussite ou plutôt de résurrection. Ce n'est pas du tout l'avis des syndicats qu'il a pour certains soigneusement évité aujourd'hui. Qu'est-ce qui a créé cette incompréhension entre les syndicats et François Hollande aujourd'hui? C'est qu'à l'époque, Arnaud Montebourg propose une solution qui est une nationalisation partielle. Et les syndicats ont le sentiment encore aujourd'hui que peut-être cette solution aurait pu sauver les hauts-fourneaux. Parce qu'effectivement, il y a eu peu de licenciements secs, mais les hauts-fourneaux ont fermé. Or, François Hollande s'était engagé à les maintenir. Et effectivement, lorsque Arnaud Montebourg propose cette solution, elle est rejetée, balayée de la main, sans qu'il y ait vraiment de débat, sans que François Hollande n'arbitre vraiment, en laissant encore une fois son Premier ministre entamer une partie de bras de fer avec son ministre de l'économie de l'époque. Et on reste sur un sentiment de quelque chose d'un peu raté, alors que finalement, si on observe effectivement le résultat, n'est pas si dramatique et catastrophique que ça. Bruno Roger-Petit, qu'est-ce que vous pensez de l'anaphore aujourd'hui de François Hollande pour tenter de démontrer la logique de son action gouvernementale? On l'écoute. Florange, c'était un conflit qui a duré longtemps, un conflit qui a été dur, mais un conflit qui s'est dénoué. Florange, ce sont des engagements qui ont été pris et qui ont été respectés. Florange, ce sont des emplois qui ont été non seulement sauvegardés, mais créés. Florange, ce sont des investissements nouveaux qui ont été réalisés, bien supérieurs à même ce qui avait été un moment annoncé. Florange, ce sont des jeunes qui ont été recrutés. Florange, c'est une plateforme, pas à Florange, à Uckange, mais dans la vallée. C'est une plateforme de recherche publique qui est exceptionnelle et nous n'en voyons que le début. Florange, c'est le symbole qu'il y a une volonté et qu'elle trouve sa traduction dès lors qu'il y a des partenaires qui s'engagent, aussi bien du côté des représentants des salariés que du côté des entreprises. Florange, c'est le symbole d'un renouveau. Il faut que les Français regardent Florange avec ce regard-là. Voilà pour l'anaphore et les différents rappels. Malgré tout, c'est la question qu'on pose. Bruno Roger-Petit, est-ce qu'il est audible malgré la réalité parfois de ce qu'il dit sur ce sujet? Si vous voulez, son problème, c'est que Florange, c'était un symbole et puis aujourd'hui, c'est devenu une anecdote. C'est-à-dire qu'on voit bien l'opération de communication qui consiste à dire je n'ai pas laissé à travers Florange le monde ouvrier disparaître, la classe ouvrière être rayée de la carte, la France se désindustrialiser. Mais la vérité, c'est que c'est ce qui se passe partout ailleurs, et que le petit arbre Florange ne peut pas cacher cette forêt de l'inadaptation de la France à la mondialisation et à ce qu'elle implique sur le paysage industriel français, c'est-à-dire sa destruction progressive et probablement inéluctable. Et donc il a face à faire face à cela dans un contexte où effectivement, comme le disait Fanny tout à l'heure, sa parole aujourd'hui est inaudible. Alors c'est un problème qui ne date pas d'hier, le côté j'imprime pas du président, puisque lui-même a théorisé le fait qu'il n'imprimait pas. Bon, on y reviendra peut-être tout à l'heure. Mais aujourd'hui, il est confronté au fait que voilà, il était à Florange aujourd'hui, on en parle ce soir, et demain matin, on n'en parlera plus. Ben justement, c'est pour ça que votre regard, Jean-Michel Jean, plus distancié, celui de l'auteur, du cinéaste, est intéressant ce soir. Tout cela va être balayé, oublié, une actualité chassant l'autre, évidemment. Je suis d'accord avec mes confrères et consoeurs. Demain, on aura oublié, on passera à autre chose. Mais c'est la règle du jeu désormais. François Hollande est prisonnier de sa langue. Il est prisonnier d'une rhétorique qui lui est très particulière et qu'il emploie depuis de nombreuses années. Et qui n'a pas réellement changé d'ailleurs du statut patron du PS à président de la République. Et ça, même à certains moments, elle n'a pas changé. On a dit que dans les moments tragiques qu'on a connus, il y a eu quelques moments très forts, comme il y a eu évidemment avant l'élection, quand on l'a senti partir sur des grands discours autour des finances, évidemment. Récemment, à Wagram, quand il s'est mis à exposer quelque chose de très puissant, très fort. Mais au fond, entre ça, non. Sa présence, son omniprésence sur la scène médiatique nuit à sa compréhension, nuit à sa crédibilité. Et au fond, comme Sarkozy avant, puisque les mêmes logiques dans le quinquennat fonctionnent, il fonctionne comme s'il n'avait pas de Premier ministre. Sur toutes les opérations, il monte en avant. Surtout, il y a un commentaire à faire. Surtout, il y a un jugement. Il y a l'effort
d'explication. Et ça tombe toujours sur le président. Mais à quoi sert un Premier ministre ? C'est la question qu'on peut se poser. C'est une bonne question. Le paratonnerre n'existe plus du tout. C'est terminé. Surtout avec un président qui reçoit autant les journalistes, qui se livre autant. Et effectivement, je suis d'accord avec vous, il n'y a pas eu de changement entre François Hollande s'adressant aux journalistes en tant que premier secrétaire du PS ou candidat et François Hollande président. C'est ce que nous révèle le livre de nos confrères du Monde. Et par exemple, sur Florange, on lit dans ce livre que finalement, François Hollande a géré le dossier un peu à l'embrouille, c'est-à-dire qu'il a laissé croire à la nationalisation et puis en fait là il nous dit aujourd'hui, et il le dit aujourd'hui en déplacement, et ça en rajoute, que finalement non, la nationalisation partielle ça n'aurait pas été la bonne solution, alors qu'à l'époque et Arnaud Montebourg et les syndicalistes et les ouvriers ont mis un espoir et ont cru, on se rappelle des syndicalistes venant voir Arnaud Montebourg à Bercy avec Arnaud Montebourg les accueillir avec les croissants, l'espoir que ça allait susciter. C'est tout ça que paye aujourd'hui, c'est cette facture-là que paye François Hollande. Et j'ajoute une dernière chose, du côté des ouvriers et de l'électorat plus populaire, plus travailleur, la loi travail, elle est passée par là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à Florange, même si les résultats sont là, la CGT ne va pas faire le cadeau de le reconnaître et il faut encore moins. Mais je retiens ce que vous dites sur la crédibilité. Vous-même, vous avez dit que c'est une sorte de test de crédibilité. Qu'est-ce qu'on peut accorder comme crédit à cette parole ? Je vous pose la question. Bruno Roger-Petit, Christelle Bertrand, aujourd'hui, quand il a pu être dit autre chose à un autre moment, et c'est ce qui est rapporté dans le livre. Mais c'est un peu tout ce qui ressort du livre aujourd'hui, c'est qu'il pense une chose, il en fait une autre. On voit sur Notre-Dame-des-Landes, c'est la même chose. Il confie aux journalistes du Monde, finalement cet aéroport, pas pour, au fond, mais c'est quand même lui qui organise le référendum, qui décide de la construction. Il attaque les magistrats, et alors derrière, la Hollande dit oui, mais il a attaqué les magistrats, mais c'est lui qui leur a rendu la liberté, qui a fait l'indépendance de la justice. Donc on a l'impression qu'il y a une parole et que les actes derrière ne sont pas cohérents avec cette parole. Donc du coup, c'est pour ça, je pense qu'on a du mal à l'entendre, c'est pour ça qu'il a du mal à être audible, c'est qu'on voit pas très bien la cohérence. Et le discours du Bourget, pour moi, est l'exemple typique, enfin caricatural presque, qui dit mon adversaire c'est la finance, et on prend Emmanuel Macron. Tout le monde en fait. Bien sûr, mais c'est une question de cohérence. C'est pas une question de promesse d'ailleurs. C'était quand même l'axe fort de sa campagne, c'est l'être sur cette parole qu'il a été élu, qui n'est pas une promesse puisqu'il la décline pas derrière. C'est presque une philosophie. Et il prend Emmanuel Macron à Bercy. Et toute son action en fait aura été marquée par ces contradictions qui le rendent à mon avis totalement inaudible aujourd'hui. Parce que c'est un homme de consensus. Il essaye, je crois. Non. De compromis. Alors, consensus, compromis, mais ça va ensemble. La nuance est importante. Non, ça va ensemble. Ça va ensemble. Cet homme a toujours cherché du consensus quelque part. Ça débouche sur un compromis. On de caricaturer le consensus parfois. On ne peut pas non plus lui reprocher ça. Quand il dit elle d'accord mais pas sa famille, c'est une caricature de consensus. Il n'aurait pas dû monter au créneau. Je prends juste un exemple du problème Hollande au pouvoir. L'affaire du Burkini, qui divise tout le monde cet été, qui divise le gouvernement, puisque vous avez une partie de la gauche avec Manuel Valls qui dit il faut être sévère, et puis une partie de la gauche qui est entre guillemets plus libérale, qui dit il faut laisser ces gens-là tranquilles. Que dit François Hollande? Alors qu'on attendait un message fort sur la laïcité. Il arrive et il accouche d'un compromis typiquement hollandais qui est ni stigmatisation ni provocation. C'est-à-dire pas de parole forte. Et finalement, on retombe sur ce que vous dénonciez au début, c'est-à-dire que ce que l'on vit en ce moment et ce que le livre montre, c'est que ce président de la République n'a pas compris, un, ce qu'était l'essence de son pouvoir présidentiel, et deux, ça en découle son incapacité à se situer dans le temps long. Et donc effectivement, ça donne une séquence comme celle d'aujourd'hui à Florange, où désespérément, sous les feux de l'actualité, ce qu'Emmanuel Macron appelle la présidence de l'anecdote, d'une anecdote, on essaye de mettre en scène une image qui va avoir force de vérité profonde, c'est-à-dire la gauche a sauvé le pays de la désindustrialisation. Et il se heurte à ça en permanence. Pourquoi ? Parce que dans le débat, revue du débat, il a donné une interview il y a quelques semaines où il dit la vérité. Il dit le président de la République aujourd'hui n'est plus jupitérien. Bon, très bien, François Mitterrand va être content, les théories de Jacques Pilan et Jacques Collet à la poubelle, parfait. Et il ajoute le président est un émetteur comme un autre. Donc comme quand vous vous voyez vous-même président de la République comme un émetteur comme un autre, vous parlez des journalistes comme si vous étiez... Mais oui, mais on en mesure les dégâts aujourd'hui. Vous parlez des journalistes comme si vous étiez un émetteur normal. Et vous dites des choses que vous ne devriez pas dire. Et vous commettez une deuxième erreur qui est d'autoriser la publication de vos propos pendant votre mandat.
pendant votre mandat, ce que François Mitterrand ne faisait pas quand il parlait à Pierre Favier et Michel Martin-Roland, qui écrivaient La décennie Mitterrand. Les livres sortaient 3, 4, 5 ans, 6 ans après les faits. C'est ce qu'il faut faire quand on est président de la République. C'est une différence majeure. C'est-à-dire que son manque de compréhension de la fonction, parce qu'il ne l'a pas comprise, moi j'ai fini par me rendre compte de cela après des mois et des années d'espérance, en me disant peut-être qu'un jour il va y arriver. Non, il n'y est jamais arrivé. C'est ce qui explique aujourd'hui le drame qu'il est en train de traverser. On va s'arrêter sur l'exercice du pouvoir, c'est passionnant. Je voudrais qu'on reste un moment sur ce que vous avez dit, la désindustrialisation, parce qu'à gauche, Marie-Noëlle Lienemann reste très critique sur la politique menée en matière industrielle. Pour la sénatrice socialiste, qui est également candidate à la primaire de la gauche, il ne faut pas être dupe sur ce sujet. On l'écoute. Sauver le site, dans l'esprit des gens qui l'ont entendu à l'époque, c'était sauver les hauts fourneaux. C'était pas simplement le site, etc. Alors, on a eu ce débat. En réalité, le gouvernement a fermé les hauts fourneaux, a essayé de faire comme on le fait dans un plan social, qui n'est pas de licenciement brut, c'est déjà positif. Mais enfin, le vrai problème, c'est que ça ne produit pas l'avenir. Le président de la République a l'air de faire un peu la tournée des popotes pour faire le bilan de ce qu'il aurait promis, pour dire si, vous n'avez pas bien compris, mais j'ai tenu mes promesses. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, on attendrait qu'ils se projettent. On va élargir dans un instant l'exercice du pouvoir, mais Fanny Guinochet, Christelle Bertrand, ce domaine industriel, il est très délicat. Il se peut que sur d'autres dossiers, le gouvernement, et le président en l'occurrence, aient à jouer le pompier. On peut penser à PSA, puisqu'il se peut qu'il y ait des difficultés. Il y a eu le site de Belfort d'Alstom. Attention, c'est un dossier sensible en permanence. C'est un dossier symbolique et économiquement et de façon politique. Et c'est vrai que PSA, là où je suis un peu... Florange, ça ne restera pas une anecdote. C'est pas vrai. Florange, c'est vraiment un symbole. Ça aura marqué tout le quinquennat. C'est le début de la fracture avec la gauche, tout de suite en 2012. Donc aujourd'hui, quand il y a un dossier comme PSA, c'est pareil. C'est chargé symboliquement de la même façon. C'est sous le quinquennat Hollande qu'on a fermé le site d'Aulnay, qui est quand même un grand site. En 3 ans, il y a eu 17 000 postes supprimés. Alors ça tombe effectivement sous ce quinquennat, mais le changement, le virage que prend l'industrie, il est bien plus profond depuis longtemps. Et l'espèce de volonté, en tout cas le mensonge d'hypocrisie que les politiques ont aujourd'hui à dire on va éviter ces changements, cette hémorragie, en fait c'est un jeu de dupes. Parce que ce qu'il faudrait arriver, et là c'est la pédagogie qu'il faudrait faire, c'est qu'aujourd'hui on manque d'investissement. Notre industrie, elle va bien, enfin elle va pas très bien, mais il y a des pans de notre industrie qui vont bien. Et notre industrie, elle irait encore mieux si on investisse. Et pour le coup, François Hollande, avec la politique du CICE, le pacte de responsabilité et la politique de l'offre, avait fait ce pas-là. Oui. Mais là aussi, paf, il fait un truc très compliqué, il l'annonce, ça se met vraiment en place 1 an et demi après, et ça apparaît comme des cadeaux aux patrons, ça sauve pas les sites, et c'est dramatique en termes de résultats. Donc il ne peut pas se prévaloir de cet exemple-là dans ce domaine qui reste trop fragile. Si demain il y a encore un dossier qui vient faire la une de l'actualité, ce sera très compliqué de dire mais moi je suis celui qui sauvegarde l'industrie en France. Il a déjà du mal, même si là il a sauvegardé quelques emplois, il a du mal à le faire passer. On sent bien qu'il y a quand même effectivement, on revient à ce problème de est-ce qu'il est audible, est-ce qu'il n'est pas audible, mais c'est vrai que ce sont des dossiers absolument essentiels et on se souvient que Lionel Jospin perd l'élection sur une phrase, quasiment une seule phrase. L'État ne peut pas tout. On lui a attribué beaucoup cette phrase, mais c'est vrai que c'est un incroyable aveu d'échec. Ça a été un moment extrêmement important, en tous les cas, dans cette pré-campagne. Et effectivement, toute cette gauche qui aurait pu le soutenir dans cette élection présidentielle va se déporter sur d'autres candidats et ses voix vont lui manquer pour être présent au second tour. Donc on sent que... Jospin, pas Hollande. Oui, pardon. On sent que François Hollande y est extrêmement attentif, par contre, et cet exemple, il ne l'a pas oublié, et c'est pour ça qu'il retourne à Florange. C'est pour ça qu'il y a ce volontarisme, au moins dans la parole, et puis reconnaissons-le dans une partie de l'action aussi, Jean-Michel Dure. Oui, mais en même temps, on a beau essayer d'analyser l'actualité, les faiblesses d'Hollande, et il y en a, mais au fond, si on essaye de voir de manière un peu plus large, on est en face d'un désenchantement général. Et ce désenchantement, il n'a pas démarré avec Hollande, il a démarré bien plus tôt. Il a démarré sous Chirac, où là, on a commencé à sentir des présidents qui n'incarnaient plus une vision du monde, qui n'incarnaient pas quelque chose qui était de l'ordre de l'idéal, d'une piste lointaine. Et le fait d'être sans arrêt sur le pont,
ce que je disais tout à l'heure, encouragé par des médias, nous sommes ici aussi des journalistes et nous sommes aussi de ce côté-là, essayer de s'accaparer de l'information pour nourrir les chaînes d'information, nos journaux, tout cela n'encourage pas ce moment important dans la vie politique, c'est de s'arrêter pour penser, de prendre le temps, de créer du silence. Tous ces moments, on n'a pas forcément envie d'entendre le président de la République, on a envie d'entendre un ministre responsable, un Premier ministre comme c'est important, et ainsi de suite. Voilà, le président, il incarne une ancienne monarchie. Il faut se mettre ça dans la tête. La République, c'est une monarchie contrariée, je le dis, je le répète, mais c'est vrai. Et là, on a en face de nous depuis une grosse décennie, un peu plus, des présidents de la République, je mets Hollande dans l'affaire, et le suivant, ce sera exactement les mêmes contextes dans lequel il sera tant que c'est Alain Juppé, il a réagi à ce que vous dites. Mais on ne supprimera pas les chaînes de télévision. Oui, mais écoutez ce qu'il a dit, on va faire réagir Bruno Roger-Petit. Présidence normale ou présidence digne, eh bien Alain Juppé a une idée précise de la question quant au costume que devra endosser le prochain président. Et c'était ce matin sur Europe 1, on l'écoute. Un président digne, les Français sont attachés à la fonction présidentielle. Cette fonction fait que celui qui l'exerce n'est pas tout à fait un citoyen lambda. Et donc il doit se comporter comme tel, avec dignité. Vous connaissez bien la vie politique depuis très longtemps, monsieur Le Caboche. Aucun homme politique n'est tout à fait normal. Voilà, après la présidence normale, la présidence digne, c'est une rupture, il faut le voir ainsi, Bruno Roger-Petit. Non, on voit bien ce que veut dire Alain Juppé, c'est-à-dire l'idée qu'il faut restaurer un président justement de temps long, qui voit loin, mais simplement qui se heurte malheureusement à ce qui est hérité du quinquennat. Avec le quinquennat, l'accélération du temps médiatique qui est considérable. Et puis aussi, moi j'ai été très frappé quand j'ai regardé le débat de la primaire, parce que je voudrais rebondir sur ce que vous avez dit, c'est intéressant. La mise en scène. C'est-à-dire que vous aviez les 7 candidats posés comme 7 nains face aux 3 journalistes. Non mais c'est une réalité. 17 minutes chacun, divisé en 17 interventions d'1 minute. Bon. Et puis, j'avais l'impression de voir un grand oral de Sciences Po simultané. C'est-à-dire questions économiques et sociales, puis questions économiques et sociales. Et donc, on aurait voulu mettre en scène le fait que, prédiction de François Mitterrand, les présidents de demain sont tous des super comptables, on s'y serait pas pris autrement. C'est-à-dire qu'il faut sans doute réfléchir aussi, nous journalistes, et notamment les journalistes de télévision, à la façon dont on met en scène une campagne présidentielle. Et peut-être que, voilà, je lance l'idée aujourd'hui, mais en revenir à ce qui se faisait dans les années 70, dans les années 80, 2-3 intervieweurs, une table, le candidat... Retour vers le passé. Et je carte sur table avec Jean-Pierre Elkabbach et Alain Durel. Non mais, on parlait politique. Aujourd'hui, on ne parle plus politique. Attendez, parce que quand même, je voudrais ça dire une nuance, excusez-moi, les journalistes, très bien. Mais enfin, François Hollande, je voudrais rappeler que c'est lui qui a donc décidé d'accorder ces entretiens avec ces journalistes. La question du nombre d'heures accordées n'est pas du tout le sujet, mais je vous pose la question. Cette semaine, il y a quand même eu Fanny Guinochet, Christelle Bertrand, panique à l'Élysée. C'est l'état d'urgence politique qui a été décrété. Il faut rappeler ce qui s'est passé. C'est une semaine, quand on le dit noir, elle l'a été à l'Élysée vraiment. Il y avait de quoi quand on regarde les révélations dans ce livre. Effectivement, un président n'est pas obligé de s'entretenir avec des chefs d'État au téléphone en présence de journalistes. Je pense qu'il peut quand même s'il y a un système médiatique qui va plus vite, qui est avide d'informations, de mise en scène, il peut quand même demander... Il peut le mettre à distance, il peut mettre à distance, il peut éviter de parler, de dévoiler des secrets qui sont quand même des secrets d'État. Et je comprends que du côté de l'Élysée, je comprends même pas comment du côté de l'Élysée on n'ait pas tout fait aussi pour faire en sorte que ce livre soit publié plus tard. Enfin, là, ça semble... Ils étaient au courant, en fait. Si, c'est pas possible d'avoir reçu autant de fois en fait, les journalistes sans être au courant. Je me souviens de quelques pages d'une consoeur, Cécile Amar, qui a sorti un livre qui s'appelle Jusqu'ici tout va mal, il y a quelques années de ça, et qui raconte dans les premières pages de son livre qu'elle est reçue par François Hollande à l'Élysée par une petite porte dérobée, donc elle n'est pas seule, il y a 2-3 autres confrères, sans que les conseillers en communication soient au courant, et François Hollande ne veut pas qu'ils soient au courant. Ils sont reçus dans un petit bureau anonyme, et là il leur demande, mais alors qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça marche pas, je comprends pas, vous pouvez m'expliquer? Et ils se retrouvent dans la peau. Pourquoi ça ne marche pas? Oui.
Et donc les journalistes se retrouvent dans la peau des conseillers, un peu interloqués par ce président tellement proche. Et ce récit est assez fascinant. Et du coup, à la lumière de ça, on se dit, et non seulement il a reçu Gérard Davet et Fabrice Lhomme pendant des semaines et des semaines, mais il y a eu avant un précédent livre de Karim Rissouli. Il n'a pas incarné la fonction, quoi. Il a un rapport. Alors, j'aime beaucoup la phrase d'un des conseillers de ses sans doute futurs concurrents à la primaire, qui dit voilà, il est mort de son addiction, il est addict aux journalistes et il est peut-être en train de mourir de son addiction. François Calfon, oui. Bruno Roger-Petit, qu'est-ce que vous pensez de cette séquence dont on dit maintenant, et on le voit, que ce sont ses propres fidèles. Là, je parle du vrai carré dur autour de François Hollande qui se pose beaucoup de questions, qui est un petit peu décontenancé. Il y a encore un carré dur, mais il y a pire que ça à l'Élysée aujourd'hui. C'est-à-dire que vous êtes dans un univers où les uns suspectent les autres et réciproquement. C'est-à-dire que moi, j'ai été très frappé dans les conversations que j'ai eues avec des proches de François Hollande ces derniers jours, de voir qu'il y avait suspicion sur des conseillers. Par exemple, on reproche à des conseillers de ne pas avoir été en capacité de lui apporter le livre dont on savait qu'il allait sortir à la mi-octobre, de ne pas avoir demandé à l'éditeur d'apporter le livre. Et on les suspecte en disant quand même, pourquoi a-t-il fait ça? Ou pourquoi n'ont-ils pas fait cela? Donc on est dans cet univers-là, aujourd'hui, qui est généré, parce que c'est ça le point important, par François Hollande lui-même. C'est-à-dire que depuis des mois, vous avez quantité de ses proches qui lui disent « il faut organiser ta campagne, il faut que tu te prépares ». Et évidemment, François Hollande se fait dans la procrastination. On verra demain, on fait comme on a dit, enfin les phrases clés de François Hollande que tout le monde connaît, donc le célèbre « on va faire comme on a dit ». Sauf que, comme rien n'a été dit précisément, les uns et les autres s'organisent tous dans leur coin. Donc vous avez plusieurs écuries de gens. Vous avez à peu près aujourd'hui une dizaine de personnalités socialistes ou parasocialistes qui pensent qu'ils vont être le directeur de campagne de François Hollande, que le poste va leur revenir. Et vous avez comme ça des écuries diverses et variées qui sont dans l'affrontement. C'est assez étonnant. Il y en a qui pensent qu'il n'ira pas, enfin que c'est juste impossible et qui ne seront pas le directeur de campagne, mais qui seront le candidat. C'est quand même ça aussi, la semaine... Depuis effectivement la sortie du livre, vous avez une deuxième couche qui est en train d'arriver, qui sont ceux qui se disent, c'est le mot à la mode depuis 3 jours, il faut le débrancher. Ben voilà. Il faut le débrancher, il faut l'empêcher d'être candidat. Jean-Michel Jean, je crois que vous avez un film qui est en préparation sur François Hollande. Ce sera le dernier de ce quinquennat. Peut-être que vous avez d'autres projets. Sans faire de psychologie, qu'est-ce que vous pensez de la thèse qui a circulé sur l'auto-empêchement, c'est-à-dire sur une sorte de harakiri politique? On se suicide pour s'empêcher d'y aller. Il suffit de relire un peu l'histoire récente de la 5e pour s'apercevoir que 5-6 mois avant les élections présidentielles, il y a toujours des phénomènes de crispation insensés qui s'organisent autour des présidents. Rappelez-vous en 88 avec Mitterrand. Il a attendu la dernière minute. Vous allez me dire c'est Mitterrand, c'est pas Hollande. Mais c'était le président de la République en exercice. Si on monte encore plus loin, avec Pompidou, alors qu'il était malade, on avait les mêmes phénomènes. C'est ancien, certes, mais c'est la 5e République. Il y a des récurrences dans les positionnements des présidents 6 mois avant les élections. On y est. C'est tout. Sauf qu'avec François Hollande, la difficulté, c'est qu'effectivement, il ne dit pas les choses, manifestement. Il suffit, comme vous l'avez fait, on a rencontré quelques proches de François Hollande, moi aussi, et je m'aperçois qu'effectivement, ce qui est inquiétant, angoissant, voire anxiogène, c'est effectivement de ne pas savoir ce qu'il veut. Voilà, c'est tout. Mais le jour où il le décide, et peut-être très rapidement, c'est-à-dire dès début décembre, ça va changer. Ça va changer. Il peut tout à fait cristalliser autour de lui des énergies nouvelles. Si certains veulent le débrancher, Fanny Guinnechet, si on met un petit peu les cartes sur table, en tout cas les différentes photos de ses potentiels rivaux, qui est le mieux placé aujourd'hui pour faire gagner la gauche en 2017 ? C'est la difficulté. Manuel Valls croit qu'il est le mieux placé. Montebourg pense que c'est lui qui incarne mieux tous les déçus de la gauche. Vous avez Mélenchon qui a quand même fait sa convention et qui a qui est dans les sondages à un niveau presque il n'a jamais atteint ce niveau-là. Hein. Donc chacun, ça excite les appétits. Puis vous avez aussi Emmanuel Macron qui est là en se disant qui commence aussi à vraiment se débrancher de François Hollande. Quand même. J'ai du mal à croire au coup d'État. Je ne parle pas du coup d'État dans les derniers jours. On voit quelqu'un avancer qu'on n'avait pas vu avancer jusqu'à présent, qui était d'une loyauté absolue, qui a toujours dit
François ira, j'en suis convaincue, donc je ne m'organise pas. Ça, malgré un entourage qui lui disait réfléchis quand même un petit peu, prépare-toi quand même au cas où. Et on voit Ségolène Royal qui aujourd'hui fait passer le mot que peut-être, en effet, elle pourrait être finalement une espèce de solution au compromis. Parce qu'il y aura, si François Hollande n'y allait pas, qui seraient les candidats? Manuel Valls, qui ne ralliera jamais à lui la gauche du PS, Arnaud Montebourg, qui ne ralliera jamais à lui la droite du PS, et Ségolène Royal se voit dans une position un peu médiane, qui pourrait effectivement attirer à elle, c'est ce qu'elle se dit, c'est en tout cas ce que son entourage pense, qui pourrait peut-être réussir à conjuguer ces deux PS. Je rejoins ce qui est dit, je vais même un peu préciser. Il fallait, jusqu'à ces derniers jours, avant la sortie du livre, que François Hollande fût candidat pour éviter que le Parti socialiste explose, ou implose plutôt. C'était la grande angoisse de Cambadélis. Et aujourd'hui, Cambadélis a peur, le premier secrétaire du parti, de se retrouver confronté à ce qu'il ne voulait pas voir, c'est-à-dire François Hollande qui n'irait pas, ou qui ne serait plus en capacité d'y aller, et la gestion d'une primaire épouvantable, avec Ségolène Royal, mais dès l'été dernier, Cambadélis envisage l'hypothèse. Donc Ségolène Royal, Manuel Valls, Arnaud Montebourg et quelques autres, les uns et les autres ne supportant pas l'idée d'être supplantés par l'un ou l'autre. Et donc débouchant sur une primaire de combat qui se terminerait ensuite par une présidentielle où le candidat serait dans un tel état de lambeau que personne ne le soutiendrait et que même, comme on l'avait vu avec Ségolène Royal en 2007, on lui tirerait le tapis sous les pieds. Parce que le vrai danger aujourd'hui, il faut bien le mesurer, c'est l'implosion du Parti socialiste. Notamment avec d'un côté Mélenchon et de l'autre Macron. C'est-à-dire que l'hypothèse d'un Parti socialiste réduit à l'état dans lequel se trouve aujourd'hui le PASOK, le Parti socialiste grec, 23% en 2009, c'est un vrai risque. 43% en 2009, 12% en 2012, c'est un vrai risque aujourd'hui. Mais pour moi, le Parti socialiste a déjà implosé. Il n'y a pas de Parti socialiste aujourd'hui. Il y a un certain nombre de candidats. Il y a encore l'appareil. Mais non, il n'existe pas. Macron revendique même d'avoir plus d'adhérents que le PS. Donc ça a tout changé. Et les primaires ne font que renforcer l'idée que le parti n'a pas le dernier mot. Et imaginons que François Hollande est peut-être en train de se dire que précisément, plus le temps dure, plus c'est lui qui va décider. Plus il y aura de candidats à s'opposer ou à spéculer sur sa candidature ou non, le sert, au fond. Et au mois de décembre, le décor d'aujourd'hui n'aura plus lieu. À mon avis, tout change très vite en ce moment, avec les difficultés qu'il a de pouvoir avoir une parole audible, d'avoir un discours audible. On est bien d'accord, je crois qu'on est tous d'accord. Si on remet ça mais la réalité, c'est que le pouvoir de décision appartient quand même au président sortant. Ça, j'en suis certain. Oui, il a un pouvoir de décision pour lui-même. Simplement, moi, je prends la chronologie. Le 27 novembre, on saura qui est le candidat, les Républicains, Alain Juppé ou Nicolas Sarkozy. Donc c'est un type qui sera en position, je l'espère pour lui en tout cas, de force. Puisque les uns et les autres ont dit au débat sur la primaire, on sera tous derrière. Très bien. À ce moment-là, s'ouvre une séquence primaire du Parti socialiste. Donc vous imaginez ce que ça va être? Parce que c'est censé se régler fin janvier. Pendant 2 mois, vous avez un président de la République sortant, éventuellement candidat à une primaire, pilonné par son propre camp, parce que c'est comme ça que ça va se jouer. Vous imaginez que Montebourg ne va pas lui faire de cadeaux. Bon, et les autres aussi, et les Filoche, et les Lindemann, et les Hamon, et les Christian Paul, et les Frondeurs. Ça va être une boucherie pour le président sortant. Bien, c'est dans ce contexte-là qu'il va faire une élection à la primaire, avec un candidat, les Républicains, qui, dégagé de sa primaire, pourra aussi tirer à vue, et Mélenchon qui ne s'en privera pas. Et éventuellement, je rajoute pour Marine Le Pen, Cécile Duflot et d'autres. Non, mais vous imaginez, parce que la conception de cette primaire qui était faite pour le poser en majesté se retourne aujourd'hui contre ses initiateurs. Ce qui est frappant, et je voudrais qu'on conclue sur ce sujet, avoir votre avis à vous tous, Fanny Guinéchuet, c'est que François Hollande a voulu incarner une présidence à la hauteur pour, avait-il dit, trancher avec celle de Nicolas Sarkozy, avec le quinquennat de Nicolas Sarkozy. Et finalement, on retrouve presque les mêmes ingrédients, les mêmes ressorts. Évidemment, pas la même personnalité, mais c'est incroyable. C'est un miroir inversé. Voilà, c'est un miroir. Mais il y a la brutalité de Nicolas Sarkozy en moins quand même. Il a essayé de composer, c'est effectivement en négatif, quoi. Il a essayé de composer avec les corps intermédiaires et puis au final c'est catastrophique. Les partenaires sociaux ne se parlent plus. Il a essayé de réunir son camp et
et c'est pareil, c'est l'éclatement. Non, après, là, je vous entendais, la vraie difficulté, c'est peut-être le plus inquiétant pour conclure, c'est que toutes ces séquences vont lasser les Français. Et qu'au final, déjà, vous parliez du sentiment de fatigue, de pessimisme, de déclassement, du sentiment que les élites ne jouent plus leur rôle. C'est ce qui risque de encore s'accentuer pendant toute cette période et au final d'avoir un écart entre les électeurs et ceux qui les représentent. Donc il y a une grande responsabilité sur ce plan-là. C'est vrai qu'il faut le rappeler. Nous avons tous une responsabilité. Nous avons tous, oui. Non, je suis entièrement d'accord. Journalistes compris. Ces deux présidents sont vraiment des similitudes et sur tout ce qui s'est passé autour de la vie privée de chacun des deux présidents, puisque François Hollande avait beaucoup attaqué Nicolas Sarkozy sur sa vie privée, finalement, de façon différente, ça n'a pas été beaucoup mieux, et sur les promesses, et sur le manque peut-être de colonne vertébrale, je dirais, de conviction. C'est vrai qu'on a vu un Nicolas Sarkozy extrêmement mouvant, et finalement, on ne savait pas très bien vers quoi il amenait les Français, et les Français ne voyaient pas très bien, au final, ils avaient élu quelqu'un qui a fait des choses très différentes. François Hollande a le même défaut, en fait. Et le mot de conclusion, Bruno Jean-Pété et Jean-Michel Dion. De ce point de vue, j'invite à lire l'interview d'Emmanuel Macron que nous avons réalisée pour Challenge, parce qu'il traite du rapport qu'il dit qu'il faut entretenir avec la fonction présidentielle. Oui, mais c'est déjà pas mal, vous savez. Là, il n'y a pas le programme, mais il y a au moins le projet. Non, mais sur l'exercice du pouvoir, c'est clair. Président réconciliateur des fractures, réconciliateur des histoires, inscrit dans le temps long. Et ça... il a employé le mot lui-même, c'est moi qui lui ai posé la question, en disant, est-ce que vous voulez en revenir à une tradition gaulo-mitterrandienne? Et il a repris le mot. Donc à suivre. Je vous laisse réagir juste parce que vous avez beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux. À l'instant, on nous dit merci de ne pas comparer Hollande à Sarkozy, au moins sur le plan international, à l'étranger. Il n'y a pas que le plan international, le plan purement personnel. Il y a une certaine, quand même, il y a des ressemblances dans la pratique peut-être, mais les deux hommes ne se ressemblent pas. Il y a un rapport à l'argent de l'un qui n'est pas le même que le rapport à l'argent de l'autre. L'honnêteté d'un côté, que chacun reconnaît. Ne tombons pas dans une caricature. Peut-être pas, mais il y a quand même. Non, mais je veux dire, personne n'a encore trouvé. Les personnalités sont certes différentes. Voilà. Bon, mais les similitudes des deux quinquennats sont troublantes. Parce que les quinquennats se ressemblent et que les pratiques politiques sont les mêmes. Et on arrive à votre introduction. Merci en tous les cas pour cette analyse et ce débat. Merci à vous. La suite de votre émission est dans l'actualité. Eh bien, c'est la bataille de Mossoul, offensive décisive contre Daesh. Les enjeux, les risques et les conséquences, c'est le thème du match des idées dans quelques instants avec le général Dominique Trinquant et le spécialiste en géopolitique Qatar Abou Diab. À suivre après une courte pause. À tout de suite. Public Sénat vous propose de suivre le 3e et dernier débat télévisé des deux principaux candidats à l'élection présidentielle américaine. Nous l'avons vu insulter les femmes. Vous seriez en prison si j'étais en charge de la justice de ce pays. Hillary Clinton, candidate démocrate, fera face à Donald Trump, le candidat du Parti républicain. Ma vision de l'Amérique est celle d'une Amérique où tout un chacun a sa place. Je veux rendre à l'Amérique sa grandeur. Merci, Monsieur Trump. Un événement à suivre jeudi, dès 6h sur Public Sénat. Que savez-vous de l'usine d'alumine de Gardanne? Savez-vous qu'elle déverse ses déchets, ses boues rouges, à terre et en mer? Des déchets chargés en métaux lourds et en radioactivité. Vous avez peut-être entendu la ministre de l'écologie dire que c'était un scandale et qu'il fallait que ça cesse. La terre est devenue rouge sur les hauteurs de Gardanne. Les mêmes déchets gisent au fond de la mer, mais le périmètre concerné est sans commune mesure. Rien n'est visible, en surface du moins. Et cela a commencé il y a bien des années. Zone rouge, samedi à 22h sur Public Sénat. Voilà, et bienvenue à vous si vous nous rejoignez à l'instant. En direct, bien sûr, pour votre émission. On va plus loin sur les enjeux de la bataille de Mossoul. C'est la première journée de l'offensive menée par la coalition. Objectif, reprendre à terme cette grande ville clé du nord de l'Irak, actuellement aux mains du groupe terroriste État islamique. Une bataille qui s'annonce difficile et acharnée, avec aussi de grands risques pour les civils. On va en parler avec nos invités ce soir. Le général Dominique Trinquant, bonsoir. Bonsoir. Vous avez été le chef de la mission militaire auprès des Nations Unies. Et face à vous, avec nous, Qatar Abou Diab, bonsoir. Bonsoir.
spécialiste de géopolitique, professeur, auteur de nombreux rapports stratégiques sur le Moyen-Orient. Messieurs, avant d'analyser cette situation, je vous propose de revoir sur cette bataille décisive, dit-on, contre l'éradication de Daesh et au-delà pour l'avenir de la région, les détails du début de cette offensive avec Flora Sauvage. Opération Reconquête. À l'aube, ce lundi, l'offensive a été lancée contre Mossoul. Maintes fois repoussée, cette bataille est décisive dans la lutte contre ce bastion du groupe État islamique. C'est par une annonce officielle, prononcée en pleine nuit à la télévision par le Premier ministre irakien, que l'offensive a été déclenchée. Mossoul, deuxième ville du pays aux mains du groupe État islamique depuis juin 2014. Après d'intenses tractations, priorité a été donnée aux combattants kurdes. Ce sont eux qui mènent les premiers combats, mais la participation des Peshmerga devrait rester symbolique. Très vite, ils vont être relayés par les forces irakiennes qui doivent porter l'assaut sur les faubourgs est de Mossoul. Quelques heures avant le début de l'opération, des tracts ont été dispersés au-dessus de la ville. Objectif, inciter la population de Mossoul à rester chez elle pendant l'offensive. Les combattants du groupe État islamique seraient au nombre de 3000 à Mossoul. Au cours des 3 derniers jours, 58 habitants de la ville ont été exécutés pour possession de téléphones portables. Le principal défi des forces irakiennes, la présence d'1,5 million de personnes dans la ville, selon les estimations de l'ONU. Voilà, on va parler à présent des enjeux de cette bataille. D'abord, général, qu'est-ce qui se joue précisément à Mossoul avec cette bataille qui s'annonce longue et acharnée? Quels sont ou les objectifs militaires précis? Alors, l'objectif militaire précis, c'est de reprendre la dernière grande ville et la deuxième ville plus importante d'Irak, qui est aux mains de l'État islamique depuis un peu plus de 2 ans, et dont il faut rappeler que les forces irakiennes se sont débandées devant l'État islamique. Et au passage, l'État islamique s'est servi non seulement dans les caisses qui étaient de la banque de Mossoul, mais également en armement et en munitions. Donc il s'agit, au bout de 2 ans et demi, de montrer que l'armée irakienne est de retour, qu'elle a été formée au passage, elle a été formée par les Américains, les Allemands, les Britanniques, les Français, et donc sa capacité à reprendre, après avoir desserré les taux qui étaient autour de Bagdad, en particulier Fallujah. Il n'y a plus d'attentats à Bagdad depuis ces moments-là. Et donc maintenant, il s'agit d'aller vers l'objectif stratégique qui a, je crois, un impact militaire important, politique important et un idéologique important. Militaire parce que c'est le dernier bastion vraiment, et je rappelle qu'une ville est toujours, un combat en zone urbaine est toujours à la faveur des défenseurs, donc c'est forcément plus difficile à prendre. Sur le plan politique, parce qu'on va voir les Kurdes, les Peshmerga, l'armée irakienne qui est à grande majorité chiite et les tribus sunnites de la région, essayer de reprendre cette ville. Et d'une certaine façon, c'est une reconfiguration politique de l'Irak avec les 3 entités. Et puis enfin, idéologique, parce que je rappelle que la grande nouveauté de l'État islamique était d'avoir institué un État au Levant et un État avec un territoire, ce qui était nouveau pour un groupe terroriste. Et là, la perte du territoire, alors pour l'instant en Irak et demain, nous l'espérons en Syrie, ça sera une défaite idéologique importante pour al-Baghdadi qui avait annoncé la fin des accords Sykes-Picot et l'instauration d'un État au Levant à cheval entre la Syrie et l'Irak. On peut rappeler, Qatar Aboudiab, que cette ville, c'est une ville d'1,5 million d'habitants qui est aux mains donc du chef du groupe terroriste État islamique. C'est un combat décisif sur la voie de l'éradication du territoire qui est détenu par Daesh? Oui, exactement. C'est surtout une bataille pour déraciner Daesh de ces territoires et pour ne pas permettre à Daesh d'utiliser quand même cette capitale comme symbole, la capitale des califats prétendus, à partir d'une mosquée de cette capitale qu'al-Baghdadi a annoncé son califat. Et il y avait un attrait chez une jeunesse musulmane déroutée, radicalisée, et il y avait de tous les pays qui convergeaient. Qui se convergeaient. Mais maintenant, ce qui est important aussi, que du point de vue géopolitique, Mossoul en tant que tel est importante comme ville. C'est à 60 km de Bagdad, c'est sur la route entre l'Iran et la Syrie, c'est pas loin de la Turquie. Il y a des enjeux extrêmement difficiles et il y a une leçon d'autres combats contre le terrorisme. Si on continue avec ces cycles
de vaincre un groupe djihadiste avec un autre groupe, il y aura d'autres groupes. C'est un combat qui, à mon avis, c'est un combat symbolique important, un coup médiatique et politique important, un coup militaire, mais il faut réfléchir d'autres choses. Si on ne construit pas des véritables États dans cette zone du monde, si on ne fait pas des réformes au sein de l'islam, s'il n'y a pas une véritable aussi compréhension entre l'islam et l'Occident, malheureusement, on n'est pas à la fin de nos malheurs avec ces groupes djihadistes. On va parler de l'après, c'est très important, mais quand vous dites c'est un coup militaire, on va rentrer dans les détails, Général Trinquant. Ça veut dire qu'il faut éliminer des cibles, pas les déplacer. Il ne faut pas déplacer le problème ailleurs, parce que ces djihadistes et leurs familles, dit-on, quand on regarde les reportages, sont en train de se déplacer vers la Syrie, certains vers la Libye. Là, il s'agit d'élimination. Oui, je suis d'accord avec vous. Il s'agit de les éliminer et non pas de déplacer le problème. Maintenant, je pense que si vous voulez, les combattants djihadistes qui sont dans Mossoul, quel intérêt ont-ils à se déplacer vers Raqqa, par exemple? Parce que dans quelques semaines ou quelques mois, le problème se posera de la même façon à Raqqa. Donc ils ont intérêt à changer complètement de stratégie. Un certain nombre de djihadistes vont rester dans Mossoul. Et puis, ils feront des attentats dans Mossoul. Un certain nombre de djihadistes vont partir pour faire des combats ailleurs. Ils vont changer la nature du combat, parce qu'ils savent très bien que c'est la fin. Alors, on parle du matraquage des bombardements, de l'artillerie, bien sûr. Je voudrais ouvrir une petite parenthèse sur le matraquage médiatique, qui est très important. C'est ce qu'on appelle la guerre psychologique. Il s'agit de faire comprendre aux djihadistes qu'ils ont le choix entre se suicider à Mossoul ou partir. Et évidemment, s'ils veulent combattre jusqu'au bout à Mossoul, ils savent qu'ils seront vaincus. Beaucoup vont combattre jusqu'au bout, Qatar Aoudia, parce qu'ils sont enfouis à plusieurs mètres sous terre. Les combattants d'Al-Baghdadi qui circulent dans des tunnels, dit-on, sur près de 300 km et qui se réunissent. Ce sont les lieutenants qui se réunissent quotidiennement autour de leur chef. Vous savez, on manque vraiment d'informations tangibles et crédibles de l'intérieur de Mossoul, comme dans tous ces milieux, en fait, très difficiles à être infiltrés. Mais on suppose que des cadres étrangers de Daesh s'enfuient, mais les noyaux durs irakiens, ces noyaux durs irakiens formés d'anciens cadres de l'armée irakienne de Saddam Hussein et des cadres bassistes, plus les cadres radicaux, ce sont des gens qui peuvent se battre jusqu'au bout. Je pense que l'annonce d'un combat facile à Mossoul est prématurée. Et je pense dans un milieu urbain comme ça, il faut toujours être prudent, car là, on progresse dans les alentours de Mossoul, dans les villages, et je pense, contrairement à ce qui a été dit dans le rapport d'introduction, les Peshmerga jouent un rôle très important, et je pense qu'ils sont maintenant... ce sont les troupes d'élite des Peshmerga qui ont fait les premiers gains stratégiques ce matin. Une parenthèse, Dominique Trinquant, quelle est la différence des bombardements sur Mossoul et Alep? Quelle différence? C'est une excellente question. Et c'est le piège dans lequel la coalition ne peut pas tomber. Aujourd'hui, où les Américains, Britanniques et Français accusent les Russes et les Syriens de bombarder l'est d'Alep, ils ne peuvent pas reproduire le même phénomène à Mossoul. Donc, d'une certaine façon, s'ils ne veulent pas reproduire le même phénomène, ils se battent avec une main dans le dos. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas utiliser la puissance de feu qui est à la disposition de la coalition. Et ça, c'est effectivement quelque chose de tout à fait intéressant que vous avez raison de souligner. Et sur les combattants, je voudrais revenir sur le fait que les combattants ont la capacité de combattre jusqu'au bout, mais de tenir la ville, pour eux, est suicidaire. Alors que d'une certaine façon, de lâcher prise sur un certain nombre d'objectifs pour combattre d'une autre manière est pour eux une alternative. Dans ces combattants, ces djihadistes, vous avez souligné le rôle des Irakiens. Il y a des étrangers, donc il y a des Français. Honnêtement, pour la France qui agit, ce sont des cibles prioritaires, ces Français? Pas plus prioritaire, non, je ne crois pas. Ce qui est prioritaire. Il n'y a pas intérêt à que certains pays visent leurs propres djihadistes pour qu'il n'y ait pas un retour au sol Non, elles ne sont pas prioritaires. Le point sur l'information qui circulait et qu'on a, j'espère bien que nous, sur ce plateau, nous n'avons pas l'information dont disposent les services de renseignement. Au passage, si des gens sont infiltrés dans les dispositifs djihadistes, et il y en a,
qui vont passer les informations, c'est maintenant qu'elles vont servir. Aller repérer. Je rappelle que les djihadistes aujourd'hui savent très bien qu'ils ne peuvent plus servir de téléphone portable, de radio, parce que le spectre électromagnétique est entièrement sous surveillance. Donc, ils reviennent à des méthodes primaires, des coureurs dans les tunnels qui portent des bouts de papier. C'est comme ça que ça se passe. Mais certains de ces coureurs, certains des personnes qui sont à droite et à gauche, travaillent pour la coalition. Et donc ça, les djihadistes le savent, ils ont déjà décapité un certain nombre de gens qu'ils ont pris pour être des espions. Et ça, j'espère bien que l'information, nous ne l'avons pas, mais que d'autres savent l'utiliser pour détruire de l'intérieur la résistance à Mossoul. Cet aspect-là qui est aussi primordial. Parmi les cibles importantes Qatar Abu Diab, on sait par exemple que le commanditaire de l'égorgement du père Hamel, il s'agit de Rachid Kassim, est sur place. Il y a évidemment au sommet de la pyramide al-Baghdadi. Ce sont, j'allais dire, des cibles... Oui, bien sûr, mais est-ce que Rachid Kassim, il est à Mossoul ou à Raqqa? C'est ça la question. Le renseignement est-ce que Baghdadi, al-Baghdadi, on l'a vu une seule fois, annoncer les califes prétendus? On a parlé beaucoup de lui, mais on ne l'a pas vu après. C'est quelque chose quand même, c'est un théâtre à l'absurde, c'est théâtre de Daesh. C'est une entité réelle, une entité qui a fait tant mal, qui a exporté le terrorisme, mais en même temps, il y a beaucoup de zones d'ombre. Contrairement à d'autres mouvements terroristes, par exemple Al-Qaïda, on avait une lecture plus aisée que la lecture de Daesh, car il y a beaucoup d'infiltration, beaucoup de manipulation, et je pense qu'il y a des intérêts étatiques qui ont servi beaucoup la naissance et la poursuite de ces mouvements. Et aussi, il faut souligner, vous le soulignez tout à l'heure à très juste titre, que le noyau dur, c'est le parti basse. Et le parti basse qui est dans la clandestinité depuis 2003. Ça fait donc 13 ans aujourd'hui. Ce sont des structures et le service de renseignement de Saddam Hussein, on sait qu'ils sont à l'origine vraiment du groupe terroriste islamique. Et déjà, ce sont eux qui, à travers les plans, c'est ce qu'on dit après la chute, bien sûr, oui, bien qui ont vraiment donné naissance à ce... Et c'était déjà des noyaux extrêmement durs avant, donc ils sont toujours très durs. Donc, et j'allais dire, j'espère qu'on saura où est al-Baghdadi quand il sera mort. D'une certaine façon. Le renseignement ne sera pas passé avant qu'on soit sûr qu'il soit mort, ou ses grands lieutenants. Vous citiez des Français d'origine, s'ils sont hauts de la hiérarchie, ce sont des cibles prioritaires. C'est pas parce qu'ils sont français, c'est parce qu'ils sont hauts dans la hiérarchie. Restons sur la France. Quel est notre rôle précis en termes d'apport militaire, stratégique et de commandement? Alors, globalement, la France est en rôle d'appui. Je voudrais rappeler que dans la lutte contre le djihadisme de façon générale, la France est leader dans le Sahel avec l'opération Barkhane et qu'elle est en appui dans la coalition qui est au Moyen-Orient. Elle travaille depuis déjà assez longtemps à deux titres. D'abord dans la formation des Irakiens et des Peshmerga et la livraison d'armement. Ensuite, dans l'appui que les avions français, soit basés en Jordanie, soit dans les Émirats arabes unis, soit lorsque le porte-avions est présent, ont apporté. Aujourd'hui, dans l'opération finale, si j'ose dire, ces appuis sont en place, les avions sont en place, le porte-avions est dans l'est de la Méditerranée, apporte. Les forces irakiennes et Peshmerga qui ont été formées par des Français, pas que, bien sûr, les Américains, les Britanniques en ont formé, participent à la bataille, donc on va voir l'effet de la bonne formation. Et puis, il y a de l'artillerie française qui a été mise en place, qui est intégrée dans l'artillerie américaine, et des forces spéciales dont le rôle est de cibler précisément un certain nombre de cibles, soit pour les passer à l'appui aérien, soit pour les fournir au Peshmerga ou à l'armée irakienne. On va quitter un moment le plan militaire Qatar Abu Diab pour venir sur ce que vous avez dit tout à l'heure, et c'est essentiel, important. Nous ne sommes pas encore dans l'après, malgré tout, il faut prévoir et y penser. Il y a l'éradication peut-être dont nous parlons sur le terrain, mais qu'en est-il de leur idéologie? Est-ce qu'on pourra vraiment dire, et je voudrais qu'on écoute sur ce sujet Jean-Pierre Chevènement, qui se dit convaincu de la défaite de l'État islamique sur le sol, notamment de Mossoul. En revanche, il est bien plus prudent sur l'avenir des groupes djihadistes. On l'écoute, c'était ce matin sur RTL. Si Mossoul tombera, à coup sûr, ce ne sera pas facile, et le mythe restera, et par conséquent, Daesh pourra se reproduire ailleurs. N'oubliez jamais que le monde musulman, c'est 1,8 milliard d'hommes. Et ce qui se passe à Mossoul, c'est la conséquence, rappelons-le, des deux guerres du Golfe et de la destruction de l'État irakien. Par conséquent, nous sommes dans un état
liquéfaction de l'État irakien, qui est le produit d'interventions déstabilisatrices. Qatar Abou Diab, la question n'est plus le terrain, le terreau de Daesh, mais dans les mentalités. C'est ça, dans les mentalités. Et ça, c'est pas Daesh seulement. C'est depuis la guerre d'Afghanistan en 1978, la naissance du djihad de nouveau, l'émergence de ces concepts. Et c'est la faute originelle des Américains et des Occidentaux de permettre de jouer ces jeux sur le terrain afghan. Il faut le dire hautement. Mais là, le mal est fait, il faut les corriger. Je pense que c'est un combat de longue haleine de nettoyer ces virus et cette pollution. C'est un virus et une pollution. Et c'est ça qui est grave. Et ça demande un travail de longue haleine pour trouver l'antidote pour le virus et pour nettoyer cette pollution. Mais aussi, si on ne fait pas vraiment une réforme dans l'islam, une conciliation entre les sunnites et les chiites, mais pas jouer par exemple les chiites contre les sunnites sous le prétexte qu'ils sont plus libéraux, ce qui n'est pas le cas, car en fait dans tout l'islam, de tous les côtés, il y a des radicalismes, et pour cela, si l'Occident et les États-Unis, la Russie aussi maintenant jouent mal, comme les États-Unis ont joué mal en Irak avant, la Russie joue mal en Syrie, donc on produit malheureusement, comme il a dit M. Chevènement, d'autres groupes avec d'autres nominations. Boko Haram, c'est une nomination terrible aussi, comme Daesh, comme Al-Qaïda, comme beaucoup d'autres groupes djihadistes. Et tous ces métastases. Je voudrais qu'on s'arrête, on va parler de l'antidote, Dominique Trinquant, mais sur ce qu'a dit Qatar Abou Diab, sur la responsabilité, il faut faire attention aux mots, mais dans toute l'histoire de cette région qui est une poudrière, est-ce que vous seriez aussi direct et aussi franc en disant que les États-Unis ont pu générer, et d'ailleurs je crois qu'Hillary Clinton, probable présidente américaine, a reconnu dans son livre intitulé Hard Choices que l'Amérique a une lourde responsabilité, qu'elle a cru pouvoir créer une sorte d'État du Levant, et ça s'est transformé en Daesh. Non mais je partage tout à fait ce point de vue. J'avais la chance d'être à la mission française aux Nations Unies en 2003. Donc j'ai participé diplomatiquement à la lutte de la France à l'époque et du président Chirac, qu'il faut reconnaître sa vision à l'époque, en disant aux Américains ne faites pas ça. Je me souviens très bien qu'on disait aux Américains vous allez gagner la bataille, il n'y a aucun problème, vous allez perdre la paix. L'après va être terrible. Et les Américains, 3 ans après, quand je suis revenu dans le même poste, me disaient vous aviez raison. Ils s'étaient rendus compte qu'ils avaient eu tort. Et c'était assez étonnant pour des Américains qui sont d'abord des pragmatiques. En fait, ils étaient devenus des doctrinaires. Les néocons vous expliquaient doctement qu'ils allaient changer le monde. Et je me souviens très bien d'un néocon me parlant et me disant « Vous connaissez la théorie de la goutte d'eau. On laisse tomber la goutte d'eau et on regarde où vont les risées. » Et je lui dis « Mais vous vous rendez compte que vous parlez de guerre ?» Et il me disait « Oui, let's war have a chance. » Et qui dit à un militaire me choquait profondément. On ne laisse pas une chance à la guerre. Et donc les Américains ont considérablement bouleversé la carte locale avec une vision de la démocratie qui est propre aux messianiques américains et qui ne s'appliquait absolument pas à cette région. Et aujourd'hui, nous en payons le prix, et nous en payons le prix pour longtemps. Et j'ajouterais, pour abonder dans votre sens, que le salafisme qui s'est installé, qui a été instillé dans des tas de régions, pas qu'au Moyen-Orient, vous parliez de l'Afrique tout à l'heure, est une absolue catastrophe. Et la première chose, c'est bien sûr une réforme de l'islam, vous avez raison de le souligner. Parce qu'on a parlé de la responsabilité des Américains et des Occidentaux, il ne faut pas éluder la responsabilité des pays arabes. Qatar, Abou Diab, c'est très important. Et la responsabilité des musulmans eux-mêmes à quand même à se regarder dans le miroir et à assumer la responsabilité avant tout pour que la religion ne soit pas une bannière de guerre. Il faut cesser ça. Car c'est contre l'intérêt de l'islam et contre l'intérêt des musulmans. D'autre part, ces pays arabes utilisent le terrorisme. Ils ont utilisé la cause palestinienne comme une masque pour chercher une légitimité perdue. Maintenant, ils utilisent la lutte contre le terrorisme. On ne fait pas là comme ça, on ne gagne pas comme ça la bataille. Il faut être vraiment, il ne faut pas faire des choses comme ça a été fait en Libye. Car en fait, on a aussi gagné la guerre sans construire l'État libyen. Il faut aussi faire l'autocritique d'une façon courageuse, mais en même temps, il ne faut pas rester, il ne faut pas se démissionner. Il faut vraiment réfléchir sur tous les plans.
le plan social, le plan intellectuel, et il faut associer les musulmans. Il faut convaincre même la jeunesse musulmane en France que ce n'est pas une guerre contre l'islam. Il faut expliquer, il faut prendre le temps d'expliquer. Pour expliquer, pour prendre le temps d'expliquer, il faudrait avoir des visionnaires quelque part, Dominique Trinquant, que ce soit en politique ou de manière plus large ailleurs dans la société. C'est peut-être ce qui manque aujourd'hui. Oui, on a l'impression qu'on est toujours en train de parer le coup qu'on reçoit, au lieu de regarder vers l'avant et d'avoir une vraie stratégie. On parle le coup qu'on reçoit. Et si vous voulez, l'arrivée des djihadistes il y a 2 ans, de la création de l'État islamique, était prévisible. Tous les analystes vous disaient attention, attention. De même que la montée d'une radicalisation dans notre jeunesse était prévisible depuis de nombreuses années. Et tout ceci, on attend, j'allais dire, c'est comme la sécurité routière, on attend d'avoir 10 accidents sur un virage pour se dire, il faut... Voilà, c'est un petit peu le problème. Et donc nous sommes à un moment décisif. Merci beaucoup en tous les cas pour ce débat audible, clair et je l'espère intéressant pour les téléspectateurs. Merci à vous. Dans quelques instants à suivre, c'est le grand entretien. Mon invité ce soir, c'est le réalisateur et auteur de BD à succès Riyad Sattouf. Mais d'abord, le tour d'horizon de l'actualité politique du jour. Début demain du débat parlementaire sur le budget 2017, le dernier du quinquennat de François Hollande. Parmi les principales mesures, une baisse des charges pour les ménages et les entreprises, mais surtout le prélèvement de l'impôt à la source. Ce qui est important, c'est que nous nous mettons en condition pour réussir le prélèvement à la source, dont les avantages sont nombreux, notamment qu'on paye l'impôt en fonction des revenus réels de l'année et non pas de l'année précédente. On pourra y revenir. Mais ce qui est important, nous nous mettons en condition, c'est-à-dire qu'il faut passer des commandes sur un certain nombre de logiciels, il faut formater notre administration à une nouvelle façon de travailler. Économie. Un plan de départ volontaire pour la 4e année successive chez PSA. Pour 2017, l'entreprise qui embauche près de 57 000 personnes prévoit de supprimer 2000 postes sans licenciement sec. L'idée est de recourir à des congés longue durée, des congés seniors et à des départs volontaires. La CGT est le seul syndicat à avoir refusé le plan. Environnement. Manuel Valls recadre Ségolène Royal et confirme le début des travaux à Notre-Dame-des-Landes. Ce couac au sommet de l'État provoque de vives réactions dans les rangs de l'opposition. C'est un nouvel exemple, alors je ne veux pas utiliser de gros mots, mais de ce qu'est devenu ce gouvernement, c'est-à-dire un gigantesque foutoir. À l'UDI. Au Sénat, le centriste Yves Pozzo di Borgo va plus loin et dénonce un traitement de faveur de la part de François Hollande. Alors, comme nous sommes dans une démocratie bananière, où la femme du chef est protégée, je vous assure, c'est ça exactement. Personne ne dit rien, mais c'est vraiment un problème pour nos institutions. Vous faites directement référence aux relations privilégiées entre Ségolène Royal et François Hollande. Elle se permet tout. Mais regardez un petit peu la ministre écologique qui a été obligée de démissionner. Regardez Montebourg et Hamon qui ont été obligés de démissionner pour moins que ce qu'elle fait elle. C'est-à-dire qu'elle va contre la parole du chef de l'État, elle va contre la parole du Premier ministre. Donc il faudrait qu'elle démissionne. Économie. Réguler le secteur des taxis et VTC, c'est l'objectif de la loi Grand-Guillaume adoptée cet été à l'Assemblée nationale. Dans 2 jours, la loi arrive à la Haute Assemblée. 11 sénateurs partent d'un constat simple pour rééquilibrer cette proposition de loi. Les utilisateurs de VTC ne sont pas ceux des taxis. Il ne faut donc pas réguler le marché des VTC. Territoire. La maire de Paris se constitue partie civile après le début d'incendie dans le futur centre d'hébergement pour SDF. Le maire du 16e arrondissement qui accueille la structure temporise. Quelles que soient les motivations, qu'il s'agisse de quelqu'un qui a voulu montrer son désaccord, provocation, une erreur de chantier, c'est la police qui le dira. En toute hypothèse, on sanctionnera. Après, on verra dans les tribunaux si on ne peut pas transporter ailleurs ce magnifique établissement, mais tant qu'il est là, nous assurerons la sécurité, la convivialité. Les gens du 16e arrondissement ne sont pas des bourreaux. Déclaration. Aujourd'hui, nous avons à Calais une situation que le gouvernement français a beaucoup de peine à traiter. Il y a dans cette région, probablement aujourd'hui, 1000, 1200, 1300 mineurs non accompagnés.
c'est-à-dire des personnes, enfants ou adolescents, qui n'ont pas de famille, qui n'ont aucun environnement, sauf l'environnement criminel d'un certain nombre de passeurs, d'un certain nombre d'exploiteurs qui peuvent éventuellement, par exemple, leur faire subir des violences, et notamment des violences sexuelles. Et c'est l'heure à présent de la revue de presse. On découvre ensemble les unes de vos quotidiens demain. D'abord le Figaro et bien sûr à la une, au cœur de la bataille de Mossoul, l'envoyé spécial du Figaro a suivi l'offensive des Peshmerga kurdes contre Daesh à l'est de la deuxième ville d'Irak pour cette bataille qui s'annonce décisive, longue et acharnée. Ouest France également sur la bataille de Mossoul avec cet angle très important. Quel coût humain, le risque d'une catastrophe humanitaire est malheureusement bien réel. La Croix, tout autre sujet, tout autre une. Où est passée l'écologie? Les questions environnementales semblent oubliées dans le débat précédant la campagne pour l'élection présidentielle et les écologistes sont en ordre dispersé. On finit avec la une de Libération. iTélé, le choix du trash malgré une mise en examen et la défiance de la quasi-totalité de la rédaction qui s'est mise en grève d'iTélé. Bien Jean-Marc Morandini a donc fait ses débuts tout à l'heure sur la chaîne Info. Voilà pour cette revue de presse. Tout de suite, c'est l'entretien pour aller plus loin ce soir. Mon invité ce soir est réalisateur, dessinateur multi-récompensé. Sa BD, L'Arabe du futur, une bande dessinée autobiographique, connaît un succès populaire phénoménal avec une traduction en 17 langues. Bonsoir et bienvenue Riyad Satouf. Bonsoir. C'est un plaisir de vous recevoir. Avant d'évoquer en détail ce troisième tome, ce phénomène d'ailleurs autour de l'Arabe du futur, est-ce que vous pensez que le fait que tout se déroule en Syrie et que cela a forcément une résonance avec l'actualité, cela a provoqué une curiosité supplémentaire, une appétence pour votre bande dessinée? Je pense que c'est possible. Lorsque le premier volume est sorti, c'était le moment où Homs était sous les bombardements. Et donc, quelques mois après, et en fait, il y a eu un coup de projecteur sur cet endroit du monde, en effet, qui était un peu ignoré avant. Parce que vous avez commencé, les dessins, c'était en 2011, au début, finalement, oui, de la guerre civile en Syrie, c'est ça? En fait, j'avais ce projet en tête depuis très longtemps. Et en 2011, j'ai dû aider une partie de ma famille à quitter Homs pour venir en France. C'était tout au début des premières manifestations, mais j'étais persuadé que le pays irait jusqu'à sa complète destruction. Autant je ne pensais pas que le pays s'effondrerait, mais une fois que ça avait commencé, je pensais que ça finirait très mal. Donc j'ai essayé de les faire venir en France. J'ai eu beaucoup de mal à leur obtenir les autorisations. Donc j'ai voulu raconter ça. Pour une partie de la famille, elle est ici. Vous verrez, dans la suite de l'histoire. On demande souvent, d'ailleurs, puisqu'on parle de sujets sérieux, là, avant d'aborder la bande dessinée, et qui est sérieuse aussi, quand même si on rigole beaucoup, on demande souvent aux dessinateurs aujourd'hui ce qu'ils pensent des grandes questions de ce monde. On les considère parfois tous comme des caricaturistes politiques, ce qui n'est pas forcément votre cas. Comment vous jugez tout cela? C'est vrai, depuis malheureusement ce qui s'est passé avec les attentats de Charlie Hebdo, on vous demande un peu votre avis sur tout. La place du dessinateur a sans doute évolué. Oui. On leur met une part de responsabilité énorme. Après, on peut me poser toutes les questions qu'on veut. Je n'ai pas forcément les réponses intéressantes à donner. Mais c'est vrai que moi, le travail que je fais dans l'Arabe du futur est différent de celui d'un dessinateur politique. Enfin, en tout cas, je ne le vois pas comme ça, parce que je raconte des faits qui me sont arrivés. Ma pensée politique elle est fluctuante, donc je raconte des faits et j'essaie de trouver moi-même une logique et un sens à tout ça. Et ces faits nous apprennent beaucoup aussi sur ce que vous vivez et ce qu'on vit aussi. Vous avez raconté dans les 2 premiers tomes la vie de vos parents, la Syrie, les vacances en Bretagne, d'où est originaire votre maman. Alors ce 3e tome, il croque un petit peu la période 1985-87. C'est une continuité naturelle. Vous déroulez en fait la pelote de votre enfance. Et ce qui est passionnant, Riyad Satouf, et sûrement pour vous à raconter, c'est le regard de l'enfant sur les adultes. Ce regard-là, il est terrible. C'était le but premier. De toute manière, c'est vrai que j'ai tourné autour du point de vue de ce livre pour savoir comment le raconter, comment raconter ces années-là. Et j'ai choisi en effet le point de vue d'un enfant sur ses parents et sur le monde adulte, parce que le point de vue de l'enfant, c'est toujours le point de vue qui permet de faire ressortir les absurdités du monde adulte. C'est vrai que les certitudes des adultes deviennent vite ridicules. Disons que l'enfant cherche à les comprendre. C'est-à-dire, dans ce 3e volume,
j'essaie de trouver une logique au comportement de mon père, de mes cousins, de mes oncles. Et donc on les explique avec nos armes d'enfants. Et c'est vrai qu'assez rapidement, les absurdités et les paradoxes apparaissent. À l'âge de 7 ans, carrément, on se rend compte, on prend conscience. C'est un grand théâtre, finalement, celui des adultes, tout ce qui se passe. C'est à ce moment-là qu'on commence à voir que ce qu'on nous raconte parfois, les paroles ne correspondent pas aux actes assez souvent. Disons qu'on prend sans doute, oui, conscience peut-être de l'importance de la stratégie des rapports humains, chose que quand on est enfant, on ne maîtrise peut-être pas. Mais là, c'est vrai qu'à cette époque-là, je commençais à me rendre compte que mon père n'était peut-être pas aussi fantastique qu'il le disait, que peut-être qu'il n'était pas aussi fort et peut-être qu'il se trompait sur certains sujets. Et je mettais en doute certaines certitudes parentales, en effet. Alors, on vous voit, vous avez 7 ans, votre père est syrien, votre mère française, originaire de Bretagne. Et ça ne se passe pas toujours très bien, parce que votre maman, elle veut revenir en France, c'est son rêve, ou en tous les cas habiter dans une grande ville. Et votre père, vous l'avez dit, il veut prouver qu'il va y arriver, il veut se prouver à lui-même et prouver aux autres qu'il peut avoir la vie qu'il faut là-bas. Est-ce qu'il y a une opposition entre modernité et tradition, pour faire vite? Tradition parce que la mère de votre papa, elle veut qu'il reste là-bas. Et sa femme, non, oui, bien c'est sûr, la modernité. Oui. C'était exactement ça. Puis même, mon père lui-même était habité par des pulsions modernes. C'est-à-dire, il voulait devenir quelqu'un d'important en Syrie. Il était vraiment pour l'éducation. Et en même temps, je pense que le fait de voir peu à peu qu'il échouait ou qu'il avait du mal, le poussait plutôt vers la traduction en se disant peut-être que finalement ma place est au village avec ma famille. Et donc c'est vrai que moi je trouvais ça à l'époque déjà assez intéressant parce qu'il y a une énorme culpabilité psychologique. C'est-à-dire que comme mon père était issu d'un milieu paysan très pauvre, il était le seul de sa famille à savoir lire et écrire. Et donc en fait il devait un peu abandonner son milieu social pour aller au-delà. Et en fait il n'osait pas le faire. Et d'ailleurs l'arabe du futur, ça vient d'où? C'est ce que disait votre père. Il veut créer en fait cet arabe-là de demain, un individu libre. C'est ça, ça vous fait sourire? Non, c'est ça. En fait, c'est simplement quand je voulais pas aller à l'école, que je allais le matin, il me disait tu dois aller à l'école parce que l'arabe du futur va à l'école. Pour lui, c'était en opposition. Vous le disiez comme ça, vraiment? Oui, l'arabe du futur, il va à l'école. Mais c'est pas romancé, cette partie. Non, cette partie-là, non, parce qu'en fait, lui, il voulait bâtir l'homme de demain, parce que évidemment, lui-même appartenait à une génération dans son village, justement, où tous ses copains d'école avec qui il avait grandi ne savaient pas lire et écrire. La plupart des familles n'avaient pas mis leurs enfants. Il a de vrais rêves et donc il a de vraies déceptions. Il va même de déception en déception s'il tient compte du monde arabe autour de lui. Oui, mais alors aussi, je crois qu'il avait... En fait, c'était particulier, parce qu'à la fois, il était pour l'éducation, la modernité, etc. Et en même temps, il adorait l'argent. Donc, il rêvait de devenir millionnaire. En fait, pour devenir millionnaire, il n'y a pas 36 solutions. Surtout dans la série de cette époque-là, ce n'était pas en travaillant bien à l'école qu'on le devenait, c'était la corruption. En étant du bon côté du pouvoir en place. Et donc, il espérait il espérait que quelqu'un vienne et le corrompe. Lui demande, je sais pas, des notes 20 sur 20 en échange $1 million, mais ça n'est jamais arrivé. Et donc il attendait, il essayait de fréquenter des gens importants qui étaient gentils. Et c'est vrai que c'était quelque chose que je raconte dans ce livre, mais lui-même on a rencontré beaucoup de gens très corrompus, mais ça n'a été jamais très violent. Vous parlez avec ce sourire. Puisque vous parlez de moralité, vous insistez et vous faites la différence entre ceux qui parlent de moralité tout le temps et de même de rectitude religieuse et qui en privé ne font pas du tout cela. Et la quintessence, pour vous prenez l'exemple, c'est la tartufferie des Saoudiens. Oui, et je me rappelle, c'est ce que je raconte dans ce 3e volume, mais à Homs, il y avait un petit magasin où on pouvait acheter de l'alcool en dollars. Et c'est la première fois de ma vie où j'ai vu une plaque d'immatriculation saoudienne avec les 2 sabres comme ça. Et je me rappelle avoir demandé à mon père ce que c'était. Il m'a expliqué les Saoudiens, et je le raconte dans le livre. Il me fait toute l'histoire de l'Arabie Saoudite en express. Et il me dit, mais c'est ça, parce qu'en fait, ils prétendent qu'ils sont les gens les plus pieux. Et pourquoi, quand tu es pieux, tu vas acheter de l'alcool, tu fais acheter ton alcool par ton esclave? Donc il était en effet, cette tartufferie, on la sent quand on est enfant, notamment à cet âge-là où les autres, la société nous réclament des bons comportements tout le temps. J'étais tout à fait prêt à les avoir. J'étais tout à fait prêt à être croyant. Mais après, il y avait des choses qui me semblaient illogiques. Voilà. Alors après, il y a eu le retour en France. On ne va pas dire pourquoi, pour rien dévoiler de l'intrigue de la BD. Mais vous arrivez en France et à l'école. Et là, c'est passionnant parce qu'on peut comparer les 2 systèmes scolaires et éducatifs, français et syriens. On va dire qu'en Syrie, c'était vraiment à la dure. C'était même avec à la schleck, on peut dire avec le bâton.
Mais les deux se valent, au fond, on a l'impression que les deux systèmes, finalement, se valent. Bah, disons que je pense qu'en Syrie, c'était en tout cas dans le village où nous habitions, c'était un système scolaire hérité de l'Union soviétique, c'est-à-dire qui formait des petits soldats. On tapait sur les enfants, on était en uniforme, c'était un peu une école militaire qui ressemblait, je pense, à l'école française du début du siècle. Je rencontre souvent des personnes âgées françaises qui ne datent pas du début du siècle, mais qui me disent... J'ai connu la même chose que vous, c'était le bon temps, peut-être qu'ils voilà, vous disent. Ils me disent, ah oui, vous savez, après-guerre, moi, mon prof, il nous mettait à genoux sur des craies, etc. C'était pareil en France. Donc voilà, c'est vrai que quand je compare dans le livre avec l'école française, en effet, c'était plus doux. Les enfants étaient plus choyés, il y avait plus d'écoute et de compréhension, je crois. L'école des années 80 en Syrie, c'était particulier, on l'a compris. Quel regard avaient sur vous les autres enfants? Parce que quand on voit le petit Riyad croquer comme vous le faites, il est plutôt clair de peau, sa maman est française, il a des belles boucles. Alors blonde, on a du mal à l'imaginer en vous voyant maintenant, mais vous aviez les cheveux clairs, non? Ouais, blond on vous platine. prenait pour qui, pourquoi? En fait, il y avait plusieurs façons de... Oui, c'est vrai que je ressortais un peu parmi les élèves. Il y avait des enfants qui étaient très gentils, j'avais quelques cousins qui étaient très sympas avec moi. Mais là, pour la majorité des enfants, j'étais quand même un étranger qui était soupçonné d'être un espion israélien, un juif. Et parce que les étrangers, tout dans ce petit village, les enfants avaient très vite conscience de qui était allié avec qui. Alors, je ne sais pas d'où ça vient, je n'ai jamais su. Mais ils savaient que les Français étaient alliés des Américains qui étaient alliés d'Israël, et donc les Français étaient alliés d'Israël, et donc les Français étaient des Juifs. Et donc, je devais prouver en permanence que je n'étais pas... Et vous vous donniez à fond, parce que là, on en parle de manière assez absurde. J'étais hyper lèche-cul, moi. Le jeu des enfants, c'était de jouer à la guerre factice, évidemment, contre les Israéliens. Et puisque vous étiez quelque part, peut-être pas un souffle-douleur, mais pour prouver que vous n'étiez pas israélien ou juif, vous disiez, allez, on va à l'attaque, à fond. En fait, et vous disiez, ça suffit. Voilà, mes cousins en parlaient tout le temps, ils parlaient tout le temps d'Israël, des Juifs, c'était ce qu'il y avait de pire sur Terre, etc. Et comme ils mettaient en doute, ils me disaient tout le temps, peut-être que lui, peut-être que toi, t'es juif, etc. Je me suis mis à parler tout le temps des Juifs, beaucoup plus qu'eux, en me disant qu'au bout d'un moment, ils se diraient, mais c'est pas possible, il peut pas être juif en les détestant autant. Et ça a marché, en fait. Au bout d'un moment, il était là, ah, tu nous saoules, il n'y a pas que les juifs dans la vie. Vous le racontez avec beaucoup de distance. C'était dramatique, mais c'est vrai que c'était comme ça à cette époque-là. C'est une bande dessinée un peu romancée à laquelle vous ajoutez un peu de dramaturgie, ou vraiment tout est vraiment comme ça, parce que quand on lit, je crois que je diminue certaines choses plutôt, j'arrange certains trucs. C'est le cas Non, disons que je raconte pas tout et je réordonne évidemment mes souvenirs, mais tout part de vrais souvenirs, ça n'aurait pas d'intérêt pour moi de... Quel a été le déclic? Parce que les seuls livres, je crois, que vous aviez en Syrie, c'était les Tintins. Oui, oui, oui. C'est à partir de ça que vous vous êtes dit, c'est pas possible, je veux faire la même chose, je veux être... D'ailleurs, vous ne croyez pas qu'il y avait un dessinateur derrière? Oui, c'était ça, oui, c'est vrai. Pour moi, Tintin c'était les seuls livres que nous avions, que ma grand-mère m'envoyait en Syrie. Donc je lisais ça, j'ai appris à lire le français là-dedans. Je pensais que c'était comme le soleil ou la terre, que ça existait de toute éternité. Et en fait, le jour où j'ai appris qu'il y avait un type qui dessinait ces trucs-là, j'ai tout de suite me suis dit que c'est ça que je veux faire de ma vie. À tel point que vous considérez, je crois que vous l'avez dit, que la bande dessinée, c'est un peu votre origine, votre peuple. C'est comme s'il y avait une nationalité ou un passeport bande dessinée. On me demande souvent, alors, seriez-vous plutôt syrien, vous sentez-vous syrien ou vous sentez-vous français? Quel est le côté... Je n'ai pas prévu cette question. Mais non, mais je sais bien. Mais je vais vous la poser maintenant que vous me tendez la porte. Et c'est vrai qu'en fait, je me dis, si on me pose cette question, qu'est-ce que je répondrais? Et je dirais que je me sens plus, dessinateur, voilà, c'est un truc de mon identité qui arrive avant d'autres identités. C'est pas de la langue de bois, c'est pas une façon de pas dire. Non, mais c'est une vraie réponse sincère, parce que finalement, quand il se passe un truc chez les dessinateurs et qu'il y a une loi qui augmente les impôts des dessinateurs, je me sens appartenir à une sorte de caste comme ça qui est partout dans le monde. Il y a des Japonais. Alors, je me sens très proche d'un mangaka japonais, de ses obligations de avec faire les mêmes codes, beaucoup les mêmes plus proche que de mon boulanger, par exemple, que j'aime bien, mais je n'ai pas de... Voilà, pour moi, non. Je me définirais plus par ma passion que par mes racines ou mes origines. Normalement, ce sont 5 tomes qui sont prévus. Riyad Sattouf, quand les 2 premiers et celui-ci a autant de succès, est-ce qu'on est pris d'un vertige, d'une petite angoisse en se disant mais qu'est-ce qu'ils ont bien marché? Comment je vais faire pour les 2 autres qui vont arriver? Disons que moi, je suis parti avec l'idée, je savais ce que j'allais raconter.
dans tous les albums. Et il reste une partie importante à l'histoire. Enfin, je pense qu'elle va. Mais le fait que le premier volume ait été si bien accueilli, je me suis senti très soulagé. Voilà, j'ai eu l'impression d'avoir un sac que je portais depuis très longtemps et que j'ai posé. Les gens regardaient dedans et ils disaient « Oh !» Voilà, parce que cette histoire-là, je l'ai racontée à tous mes copains pendant des années et des années. Donc, c'est mes copains qui m'écoutaient, ils trouvaient ça. Mais en fait, ils l'ont redécouverte en lisant. Ils disaient « Mais c'est pas possible, on pensait pas que c'était comme ça. » Donc, j'étais très heureux. Je ressens pas de pression particulière. Oh, ça se voit. Et est-ce que vous faites lire ou relire vos planches aux principaux intéressés? Ah aux non, parents? non, surtout pas. Non, ah bon, à ce point, pourquoi? Non. Bah, en fait, parce que c'est mon... Il vaut mieux pas. Non, mais c'est ma bande dessinée. Je l'ai fait relire à des gens qui sont des copains, moi, qui sont sans pitié, qui n'hésitent pas à me dire, là, c'est mou, change ça. Mais je pars que de mes souvenirs, donc... Et alors, comment vous expliquez vraiment, on ne va pas donner la recette, parce que ça se voit, il y a beaucoup de talent, on vous le dit sans flagornerie, mais comment vous expliquez que ça soit universel ? Que ça puisse toucher un petit peu partout dans le monde, qu'on soit touché par ce petit enfant de maman française, de papa syrien qui a connu une enfance que nous n'avons pas tous connue. On ne partage pas l'enfance que vous avez eue. Comment vous expliquez? Quelle est la part d'universel qui fait qu'aujourd'hui soit traduit en 17 langues? C'est difficile en effet à expliquer. Je dirais que c'est au-delà du fait que ça parle du monde arabe et évidemment du monde arabo-musulman avec toutes les révolutions qui se sont passées et que les gens sont préoccupés, ils se demandent, semblent découvrir les réalités de ces pays-là dans lesquels ils allaient en vacances avant en fait. Et donc ils se rendent compte qu'il n'y avait que des dictateurs dans tous ces pays-là. Je pense aussi qu'il y a une histoire de classe sociale, c'est-à-dire que le fait d'être déraciné, ça raconte l'histoire d'une famille déracinée, d'une mère française qui est plongée dans un endroit loin de tout, avec un petit garçon qui a du mal à se faire accepter. Et je pense que ça, c'est peut-être aussi ce qui touche les gens. Moi, il n'y a pas longtemps, j'étais au Brésil et j'ai rencontré un lecteur qui m'expliquait que lui, il l'avait lu et qu'il avait grandi à Rio, près d'une favela, et il jouait avec des enfants des favelas quand il était petit. Et ça lui rappelait, en fait, il était tout le temps obligé de prouver qu'il n'était pas... Voilà la part du Voilà, et c'est vrai que peut-être qu'il y a de ça. Riyad Sattouf, pour conclure, je voudrais quand même vous poser la question, parce que dans l'actualité, tous les soirs, j'imagine que vous voyez, vous lisez dans les journaux la situation... C'est votre pays, de votre pays, à laquelle, évidemment, vous n'êtes pas insensible, puisqu'une partie de votre famille, je suppose, y est encore. Comment vous réagissez aujourd'hui face à tous ces enjeux géopolitiques? Parfois, on parle d'impuissance, on parle de ce qui se passe à Alep, on dit que sur le terrain, il n'y aurait pas que Daesh, que les rebelles, on les vise aussi, etc. Quel est votre regard? Moi, la Syrie que j'ai connue, c'est la Syrie des années 80, qui était très différente de la Syrie moderne d'avant-guerre, qui c'était quand même un pays moderne avant que tout s'effondre. C'est un des pays les plus modernes du Moyen-Orient. Moi, je n'y suis jamais retourné. Jamais ? Non. En fait, si je devais y retourner, j'aurais fait mon service militaire. Donc, je préférais être dessinateur de BD à Paris que... Et je le regarde ça avec horreur, comme tout le monde. Mais c'est une vision médiatique que j'en ai. J'ai pas de contact direct avec des gens là-bas. Donc, évidemment, quand on voit les images, c'est effroyable. Et je ne saurais pas comment... Et pourtant, quand on lit alors, ce tome 3 ou les deux autres tomes, vous avez presque, j'allais dire, des habitudes culturelles. Vous avez gardé des habitudes culturelles. Je ne vais pas mimer certains gestes que vous faites, certains gestes des femmes notamment, mais ne faites pas tout, parce que certains seront interdits à la télévision, en tous les cas seraient considérés comme vulgaires. Vous avez gardé tout cela, alors que vous avez quitté assez tôt. Oui, mais c'est vrai que je n'utilise plus vraiment. Mais j'ai gardé tout ça en tête, oui. C'est un... Il n'y a pas longtemps, je voyais des clips du chanteur syrien qui s'appelle Omar Souleyman, qui est un chanteur qui est très, très drôle et qui se moque de la façon de se tenir des hommes, des bédouins et des hommes paysans, etc. Il fait des chansons, je vous conseille de regarder sur YouTube les clips d'Omar Souleyman, c'est génial, c'est un Syrien. Et je crois que j'ai gardé de la Syrie, et je me rendais compte de ça en regardant les vidéos d'Omar Souleyman, mais une forme d'humour un peu peut-être tragicomique. Le fait de rire de son malheur. Je me rappelle d'une vidéo tout au début de l'insurrection syrienne où Bachar el-Assad accusait les gens qui se soulevaient à Homs d'être armés et d'être des terroristes. Et je me rappelle d'une vidéo, donc là c'était vraiment le moment où les gens commençaient à se faire assassiner.
Il y avait des types qui posaient devant une caméra en menaçant donc le président en disant « Nous sommes lourdement armés et on va vous attaquer ». Et en fait, il s'était fait un lance-pierre avec des aubergines et donc il tirait sur les soldats avec des aubergines. En fait, c'est une sorte de tragicomique que je trouve très drôle et désespéré en même temps. C'est ce qui permet peut-être, malgré tout, parfois au peuple de tenir, je pense, qui ont vécu de longues tragédies dans cette région qui est une véritable poudrière. Non, tout à fait, oui. Et je crois que voilà, c'est peut-être une force de toujours avoir gardé ce côté, dans les moments les plus affreux, d'en rire quand même, je sais pas. C'est ce qu'on fait avec cette BD et ce 3e tome. On rit vraiment, mais on rit parfois aux larmes. Riyad Sattouf, le 3e tome, l'Arabe du futur 3, une jeunesse au Moyen-Orient, 1985-87. Et donc, à l'âge de 7 ans, le voici, le petit Riyad. Merci. C'est vraiment très beau. Merci. Merci pour cet entretien. On arrive à la fin de cette émission. Merci à vous. Merci de votre fidélité. Comme d'habitude, votre rendez-vous matinal demain, c'est Territoire d'Info. Puis je vous retrouve avec plaisir à 22h, évidemment, pour une nouvelle édition dont on va plus loin. Belle fin de soirée à notre compagnie.